Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le conseil départemental du Val d'Oise a voté son budget 2017 ce vendredi. À retenir, pas d'augmentation de la taxe foncière cette année et une dette qui devrait passer sous la barre du milliard d'euros. Les explications dans un instant. Les pompiers du Val d'Oise ont leur musée. Depuis plus de 15 ans, les écuries du château de Grouchy à Osny accueillent une collection unique de matériel d'intervention, d'uniformes et de modèles réduits consacrés aux soldats du feu. Visite guidée en fin de journal. Le conseil départemental du Val d'Oise a voté son budget pour l'année 2017 ce vendredi. Un budget établi dans un contexte difficile, baisse des dotations de l'État et hausse des dépenses sociales. La majorité veut faire repasser la dette du Val d'Oise sous la barre symbolique du milliard d'euros. Un effort qui se fait au détriment de l'investissement, dénonce l'opposition. Les explications d'Angélique Boilet. Il a été évidemment élaboré de façon prudente. Certains diront en bon père de famille, je le revendique. La majorité de la droite et du centre garde le même cap budgétaire et son chef de file Arnaud Bazin l'assume. Et pour cause, avec une enveloppe d'1,2 milliard d'euros, la majorité a une nouvelle fois insisté sur le contexte compliqué dans lequel elle a dû établir son budget 2017. Nouvelle baisse des dotations de l'État, moins 20 millions d'euros encore en moins cette année, 70 millions au total depuis 2014. Et de l'autre côté, des dépenses sociales qui vont encore grimper, avec notamment le RSA. Sa charge a été multipliée par 6 depuis 2009. Une équation difficile. Ce budget 2017 est malheureusement dans la droite ligne de ceux que nous avons connus depuis 2014, parce que nous sommes soumis à cet effet ciseau du fait de la baisse des dotations de l'État qui continue à peser et à s'ajouter les unes aux autres sur notre budget, et que nous n'avons pas malheureusement la baisse du chômage qui aurait un impact très important sur la baisse des dépenses sociales, notamment du RSA, et nous préférerions pouvoir financer plus d'investissements, pouvoir apporter plus d'aide aux Val-d'Oisiens, plutôt que de devoir les indemniser au titre de leur manque d'activité. Une marge de manœuvre d'autant plus minime qu'il n'est pas question cette année d'augmenter la taxe foncière à l'image de 2016. La majorité se félicite néanmoins d'être parvenue à garder le même niveau d'investissement, 117 millions d'euros consacrés à l'aide aux communes, les collèges ou encore les routes. Un niveau d'investissement jugé pourtant insuffisant par le groupe d'opposition qui brandit d'autres chiffres et dénonce d'importantes coupes budgétaires. Sans surprise, les élus ont voté contre le budget primitif. La hausse de la fiscalité, et je le répète, de 30% a apporté 65 millions de plus. On aurait pu penser que c'était destiné à faire en sorte d'améliorer les services rendus aux Val-d'Oisiens. Absolument pas. Il y a moins de services, il y a moins d'investissements, il y a des baisses vraiment très importantes dans de multiples domaines. Par exemple, au niveau des routes, ce n'est pas rien, où l'investissement au niveau des routes n'a jamais été aussi bas. Je crois que au-delà, par exemple, de sa compétence première qui est la solidarité, le département doit gérer, doit investir sur le long terme. Mais la priorité pour la majorité reste la poursuite de son plan d'économie engagé depuis 2011 dès son retour aux commandes du département. Les élus de la droite et du centre se félicitent d'un retour de la dette sous la barre symbolique du milliard d'euros d'ici la fin de l'année. Et puis on vient de le voir, donc l'année 2017 sera placée sous le signe de la contrainte budgétaire pour le département. Mais le souci d'économie ne rime pas forcément avec absence de projet. Au cours de ses vœux aux Val-d'Oisiens présentés ce jeudi, le président du conseil départemental Arnaud Bazin a souhaité faire grandir le Val d'Oise en matière de logement social avec Val d'Oise Habitat, de construction de collèges et avec l'accès à la fibre optique pour tous. Je vous propose d'écouter Arnaud Bazin au micro d'Angélique Boilet. Dans le domaine du logement social, puisque Val d'Oise Habitat, notre bailleur départemental, va doubler de taille avec 20 000 logements et que nous avons l'ambition d'investir énormément pour améliorer la qualité de ces logements et construire de nouveaux logements. Mais faire grandir le Val d'Oise, on l'a abordé, c'est aussi fournir des collèges en tant que de besoin à cette jeune population. Et c'est enfin et surtout assurer le développement numérique du territoire avec la fibre optique pour tous. À l'horizon 2020, une délégation de service public a été passée par le syndicat Val d'Oise Numérique et les déploiements vont commencer dès 2017 en complément de l'initiative privée qui concerne une bonne partie du département.
Donc à l'horizon 2020, ce sont tous les Valdoisiens qui bénéficieront de la fibre optique. Les pompiers du Val d'Oise ont leur musée. Depuis plus de 15 ans, les écuries du château de Grouchy à Osny accueillent une collection unique de matériel d'intervention, d'uniformes et de modèles réduits consacrés aux soldats du feu. Sur plus de 1200 mètres carrés, le musée d'Osny présente un voyage dans l'histoire des pompiers du XVIIIe siècle à nos jours. Visite guidée avec Philippe Pémal. La ville d'Osny est surtout connue pour son château du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les anciennes écuries du domaine abritent des collections originales, celles du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Dans un vaste hall de 1200 m², des camions, des uniformes, des jouets, tout un univers consacré à l'histoire des soldats du feu. Alors, le musée des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, c'est une histoire qui a 40 ans, qui est née de quelques passionnés qui ont voulu garder une trace un peu de cette passion, et qui ont imaginé ce musée à partir du matériel qui était tout simplement mis à la réforme et dont le service se séparait malencontreusement, voilà, parce qu'il faut bien remplacer le matériel dans le temps. Et donc ces passionnés ont tenu à rassembler ces pièces au fur et à mesure du temps. Et donc le musée est né environ une quarantaine d'années jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un véritable musée présentable au public. Des premières voitures à bras du XVIIIe siècle aux camions des années 60, en passant par des reconstitutions d'anciens postes de secours, c'est plus d'un siècle d'évolution des moyens d'intervention qui est présenté. Les célèbres camions rouges et leurs fameuses échelles y occupent une part importante, mais le musée possède aussi quelques objets originaux, comme cette petite voiture verte. Créée dans les années 30, elle appartenait à la famille Rothschild. À l'origine véhicule de chasse, elle sera offerte aux pompiers de Montmagny. Si cette voiture est verte, ce n'est pas par hasard. Il faut savoir que les premiers véhicules d'incendie sont traditionnellement peints en vert avant qu'ils deviennent rouges. Pour plusieurs raisons, ils vont devenir rouges. La première, c'est qu'ils sont beaucoup plus visibles dans la rue, dans la ville. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons de rapidité de secours, ils vont devenir rouges. Une autre explication, c'est aussi l'influence des matériels anglo-saxons, anglais et américains, qui fabriquaient énormément de matériel et qui, eux, traditionnellement, étaient rouges depuis le début de leur histoire. Donc petit à petit, le rouge va s'imposer et va prendre la place du vert. Autre curiosité du musée, cette réplique de camion de pompiers à échelle réduite, destinée à des enfants. Il était complètement fonctionnel puisqu'il avait un vrai moteur de Solex qui permettait de rouler, une vraie citerne incendie et une vraie pompe à l'intérieur, à tel point que le fabricant, quand il l'a livré au magasin, l'a livré avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence, comme ça l'enfant pouvait allumer le feu et l'éteindre en même temps. À côté des véhicules, le musée propose une importante collection de casques et d'uniformes, ainsi qu'une collection de jouets. Plus de 800 y sont exposés, des jeux, des jouets, des figurines et bien sûr des modèles réduits. Parmi notre collection de jouets, nous avons aussi tout un ensemble d'Inky Toys qui sont arrivés par des dons, donc qui sont parmi les stars, on va dire, des jouets collectionnés par les amateurs de jouets pompiers. Donc on a tout un ensemble ici assez bien représenté. Le musée est ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30 pour les visites individuelles et toute l'année pour les groupes sur rendez-vous. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le conseil départemental du Val d'Oise a voté son budget 2017 ce vendredi. À retenir, pas d'augmentation de la taxe foncière cette année et une dette qui devrait passer sous la barre symbolique du milliard d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur veonews.fr. À très bientôt. Il est à l'origine d'un projet de télémédecine innovant. Le professeur Patrick Jourdain est le chef de l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque du centre hospitalier René Dubos à Pontoise. Son bébé, le projet PIMS pour plateforme interactive médecin-patient santé. PIMS, c'est une télémédecine qui libère, qui fait appel aux patients, qui permet d'aider le professionnel de santé à éviter des hospitalisations pour rien, mais ne jamais éviter une hospitalisation nécessaire. Et donc actuellement, on a
près de 250 patients en Ile-de-France grâce au soutien de l'Agence régionale de santé et du centre hospitalier René Dubos qui sont actuellement équipés avec ce système-là. Et puis, on attend la fin de l'année pour savoir de quel ordre est l'importance de l'effet bénéfique. De chez lui, le patient utilise ces différents appareils pour mesurer chaque jour différents facteurs. Pour le système de télémédecine proprement dit, une fois que le patient est formé, le patient va recevoir chez lui 3 éléments différents. Un boîtier avec un lecteur GSM, comme votre téléphone portable, sur lequel le patient va avoir des questions tous les matins. Il va répondre par oui à gauche, non à droite. Un système avec une balance sur lequel le poids sera automatiquement transmis en fait, au centre de télésurveillance. Et un lecteur à BNP qui est de cette taille-là. Le BNP, je vous ai dit, c'est l'hormone qui permet de savoir l'état du cœur. Plus il est élevé, plus l'insuffisance cardiaque est grave. Plus il est bas, meilleur est le pronostic et plus on est stable. Et donc, en mettant juste son sang avec une petite goutte de sang au bout du doigt, en 15 minutes, vous rentrez le lecteur, vous appuyez sur OK et vous savez l'état de votre cœur. C'est ça la grande révolution et c'est la première fois au monde qu'il y a un lecteur de biologie de ce type-là en cardiologie au domicile du patient. Les données sont envoyées dans un centre de traitement qui alerte le patient en cas d'irrégularité et lui conseille de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste ou son cardiologue. L'objectif, éviter une éventuelle hospitalisation. L'insuffisance cardiaque, 60% des coûts, ce sont les hospitalisations. 60% des coûts. Tout ça pour vous dire que si on arrive véritablement à optimiser, on fera reculer les hospitalisations et on sait, comme pour l'éducation thérapeutique, que l'impact est largement comparable à celui des thérapeutiques médicamenteuses. Car le pire des traitements, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas pris par le malade. Là, on peut arriver dans la médecine du 22e siècle ou 21e siècle tardif et quelque part essayer d'améliorer notre prise en charge avec encore une fois une place du patient qui a changé, du patient qui était dans la salle d'attente à attendre sa consultation, à un patient responsable, acteur, dynamique, ambassadeur et partenaire du service de santé. Chaque année, l'insuffisance cardiaque engendre plus d'1 750 000 journées d'hospitalisation. En France, 800 000 personnes sont touchées par cette maladie, dont la mortalité est supérieure au cancer. C'est la nouvelle déchetterie ultra-moderne de l'agglomération de Cergy-Pontoise, située sur la plaine des Linandes. Cet espace remplace l'ancien équipement vieillissant et fait figure de déchetterie à la pointe avec son concept en plein pied. Un bon point pour la sécurité. Terminer le remplissage des bennes depuis un emplacement en hauteur avec un risque de chute. Tout est à hauteur d'homme. L'entrée du compacteur est pleine. L'agent d'accueil et uniquement l'agent d'accueil vient manœuvrer ce compacteur en toute sécurité. Une fois que le compacteur est plein, c'est l'ensemble du compacteur qui va être rechargé sur un camion dit Movibène pour aller sur le centre principal de traitement pour être vidé et valorisé sur place. Les déplacements ont également été pensés pour éviter le croisement entre véhicules légers et poids lourds d'enlèvement. La signalétique encourage les usagers à faire preuve d'éco-responsabilité, un concept qui irrigue cette déchetterie nouvelle génération avec la présence d'un bâtiment dédié à la récupération. Si le particulier pense avoir des produits pouvant servir à être réutilisés, il va les ramener dans ce bâtiment et sera orienté par l'agent d'accueil. Je vous propose de rentrer pour le mettre à disposition d'associations. Vélos, jouets, vêtements, matériel électronique, 5 associations locales ont signé une convention pour récupérer et valoriser ces objets du quotidien encore utilisables. Avec ce nouvel équipement, la communauté d'agglomération se dote d'un outil complet. Le choix qui a été fait en partenariat avec CGECP du groupe Veolia a été de déplacer la déchetterie, mais surtout de la reconstruire de manière totalement modernisée. Et on voit à travers les aménagements réalisés que les impératifs de sécurité, de confort pour l'usager et d'optimisation du fonctionnement sont pris en compte à chaque instant. Et on a en plus un espace totalement innovant de 250 mètres carrés qui se trouve derrière moi et qui est dédié au réemploi. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre programme local de prévention des déchets, lui-même partie intégrante de notre agenda 21 plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglomération. La déchetterie des Linandes est ouverte tous les jours de la semaine au Cergy-Pontain. L'agglomération a investi près de 2 millions d'euros dans cet équipement innovant.
le deuxième de ce type en France.